Cela fait désormais plusieurs semaines que les Gilets jaunes occupent le devant de la scène de l'actualité française. Et on peut dire avec certitude que quelle que soit l'issue de ce mouvement, il marquera durablement les esprits. Parce qu'il participe très fortement à une sorte de remodelage du regard porté sur notre société par les milieux autorisés qui, généralement, s'autorisent à la pensée. Les Gilets jaunes bousculent le monde politique, les sphères intellectuelles et médiatiques, mais également les syndicats, eux aussi débordés par ce qui se déroule devant nos yeux. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé intéressant d'entendre la parole d'un syndicaliste actif, mais qui n'est pas, ou pas encore, une figure installée du syndicalisme français. Anas Kazib est un cheminot militant de Sudrail. Sur Twitter, nous avons pu observer l'évolution de son regard sur les Gilets jaunes. Au commencement, il était dubitatif, voire hostile. Puis, il s'est progressivement rallié et aujourd'hui, un avocat enthousiaste de ce mouvement. Il nous expliquera pourquoi, sans tarder, mais nous parlerons aussi de la fameuse question de la convergence des luttes, des tactiques souvent illisibles des directions des centrales syndicales et de la possibilité de l'affirmation, ici et maintenant, n'ayons pas peur des mots, d'un peuple révolutionnaire. Bonjour Anas Kazib. Bonjour Théophile. Alors, nous vous suivons sur Twitter parce que le média, c'est le média des luttes et de ceux qui luttent. Et nous suivons ceux qui luttent. Nous sommes attentifs à ce qu'ils pensent. Et nous avons beaucoup suivi sur Twitter au sujet du mouvement des Gilets jaunes, puisque vous êtes un des syndicalistes qui tweetent le plus et de la manière la plus engagée. En tout cas, de la manière la plus engagée, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas peur des mots et de dire ce que vous pensez. Alors, nous avons suivi. Nous avons vu qu'au départ, vous étiez assez hostile à ce mouvement. Et vous avez évolué. Déjà, pourquoi vous étiez aussi hostile au départ et pourquoi votre regard a changé? Moi, je pense hostile, c'est pas le bon mot. Je pense que j'étais réfractaire au début. Un Gaulois réfractaire. Un Gaulois réfractaire, pour prendre l'expression de M. Macron. Parce que le mouvement, déjà, de base, n'est pas celui qu'on est en train de suivre aujourd'hui et de découvrir. Hein. Moi, je rappelle, le mouvement, au début, s'appelait Mouvement contre les taxes et la hausse du carburant. Là, quand on regarde les images sur Paris, quand on entend les slogans qui sont scandés par la foule, c'est Macron démission. Il n'y a plus d'histoire de carburant. Enfin, on le sait tous. Si Macron, demain, il disait « Allez, moi, je vais enlever 50 centimes du litre de l'essence », il n'y a personne, il n'y a pas un rond-point, il n'y a pas une assemblée générale qui va rentrer chez elle. Donc oui, le mouvement, il a évolué. Si on était au même mouvement de départ, quand moi je parle de mouvement de départ, c'est celui entre le moment du lancement du mouvement, de cette page Facebook, jusqu'au 17 novembre au matin. À ce moment-là, on n'avait pas de visibilité. On voyait Nicolas Dupont-Aignan, on voyait Philippot, on voyait ces personnes-là récupérées, Wauquiez, etc. Tous essayaient de faire de l'entrisme dans ce mouvement-là. Et puis on entendait souvent des petits patrons et des patrons commencer à dire oui, les taxes, le routier, etc. etc. Donc le mouvement tel qu'il a été lancé et le mouvement ce qu'il est aujourd'hui, n'a rien à voir. Pour moi, c'est un mouvement, on est dans le mouvement ouvrier, certes de manière hétérogène, certes avec encore des tendances réactionnaires, des groupuscules d'extrême droite, mais de manière minoritaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas le même mouvement qui était celui du début où on voyait que des pages de fachos, où on voyait Philippot, etc. parler dans les médias. Aujourd'hui, ça a complètement évolué. Donc, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Moi, je suis pas pour être con et je suis aussi pour avoir une vision, cette fameuse dialectique, cet œil des militants révolutionnaires, de comprendre quelles sont aussi les tendances et de pas passer et de pas être à côté de la plaque. Voilà, sans faire de récupération ni de quoi que ce soit, mais de comprendre que les choses ont évolué et que nous aussi, on doit évoluer dans nos positionnements de départ. Alors, vous décrivez une sorte de mouvement de bascule. Qu'est-ce qui l'a produit? Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que ce n'était pas une sorte de miroir déformant que les réseaux sociaux offraient? Peut-être que derrière, justement, ces revendications qui avaient l'air des revendications de petits patrons, dès le départ, il y avait le peuple qui essayait de pousser en bas, ou alors peut-être pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe, dans votre regard, d'un mouvement de petits patrons hostile à la taxation, donc finalement à l'État des redistributeurs, à ce mouvement profondément ancré dans les classes populaires françaises? Mais c'est ce fameux mépris de classe en vérité qui a fait changer les choses. Si Macron avait donné des propositions tout de suite
c'est-à-dire des propositions concrètes. Je ne sais pas si on sera arrivé au même mouvement. Mais le fait d'avoir commencé à mépriser en fait ce mouvement-là, et puis en parallèle d'avoir vu un mouvement en fait qui commence à émerger vraiment de la base, et la base elle est hautement prolétarienne. Hein. Quand on discute avec les gens, ce sont des chômeurs, ce sont des travailleurs au SMIC, ce sont des aides-soignantes libérales. Et aides-soignantes libérales, quand elles se retrouvent à mettre 500 € de sa poche dans l'essence, au final elle est encore moins bien lotie qu'un smicard, si tant est qu'un smicard est bien loti aujourd'hui. C'est toutes ces personnes-là en fait qui ont fait le mouvement des Gilets jaunes et qui n'existaient pas au début. Mais aujourd'hui, ils ont vu qu'ils étaient une force en fait. Ils commencent à se rendre compte et à se radicaliser, mais à se radicaliser de manière politique en fait, de se dire, mais à un moment donné, on existe aussi en fait. On voit que sans avoir fait l'ENA, sans avoir fait des grandes études, sans être politisé, sans être dans un parti ou quoi que ce soit, on est nous aussi en capacité en fait de décider et d'imposer notre voix. Et aujourd'hui, force est de constater que ça soit aujourd'hui dans le média ou que ça soit dans les médias mainstream, comme on le dit de manière générale depuis 3 semaines, ils occupent l'actualité. Il n'y a plus personne qui se préoccupe de savoir si lundi il pleut ou il fait beau. Tout le monde se préoccupe par contre des Gilets jaunes, du mouvement, de est-ce que ça va continuer ou pas. Donc je pense que c'est un peu un cocktail de tout ça, et plus le gouvernement continue à faire la sourde oreille, à parler d'état d'urgence, à parler de possibilité de ramener des militaires plutôt que de trouver des solutions, et plus ça en fait ça remet une pièce dans le jukebox comme on dit, et ça relance en fait la machine. Tant que les gens se sentent méprisés, tant que les gens ne sont pas entendus, et ben la colère va pas cesser. Hein. Alors, est-ce que du début à aujourd'hui, le regard médiatique sur les Gilets jaunes a changé? Parce que je me rappelle que beaucoup de critiques, justement, se focalisaient sur un regard potentiellement bienveillant des médias, en tout cas des médias un peu conservateurs sur les Gilets jaunes, alors que le regard était beaucoup plus critique quand il y avait la phase syndicale de cette lutte du peuple français. Parce que je pense qu'il faut en parler comme ça aujourd'hui. C'était une phase syndicale. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. Est-ce que le regard a changé? Est-ce que vous partagez déjà l'opinion selon laquelle que les médias étaient plutôt bienveillants? Et est-ce qu'ils sont devenus malveillants? Comment vous voyez ça? Oui, clairement. On a tous vu l'évolution médiatique, mais aussi l'évolution politique. Hein. C'est-à-dire que tous les hommes politiques qui soutenaient au début le mouvement, qui essayaient de se l'accaparer, qui se baladaient avec des gilets jaunes, aujourd'hui, ils sont en train de reculer. Parce que tous, ils sont pour le maintien des institutions telles qu'elles sont. Il n'y en a aucun. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan, il ne dit pas « moi je veux l'arrêt de la République et je veux une société socialiste » ou Philippot. Enfin, ils ne veulent pas de ça. Eux, ils veulent pouvoir être les mieux positionnés au moment d'une présidentielle, au moment d'une élection, par les urnes, et non pas dans une révolution, parce qu'ils savent que dans une révolution des travailleurs, une révolution de la classe ouvrière, ils n'auront rien à en tirer. Donc c'est pour ça que déjà, d'une part, leur regard a complètement évolué, parce qu'ils se sont dit « bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner, donc on pense qu'il n'y aura pas grand-chose, ou au pire, il y aura un peu de blocage de rond-point, et puis ça va se finir, et puis on espère, avec l'optique des Européennes, de pouvoir capitaliser, entre guillemets, cette colère-là dans les urnes. La réalité, c'est qu'en fait, les gens rejettent en bloc les partis, que les partis, ça ne les arrange pas du tout d'être rejetés en bloc, parce que ça veut dire à quel point, en fait, ils sont encore déconnectés de ce que dit la base. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une radicalisation du mouvement réel, et là la tendance est d'essayer de faire passer le mouvement comme un mouvement en fait de casse, un mouvement qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début. La réalité, c'est que, et moi je l'ai remarqué dans les médias, quand on a un autonome, les black blocs, les fameux black blocs comme on les appelle, qui cassent un McDo, dans l'esprit politique, dans l'esprit des médias, bon, c'est des black blocs, c'est les autonomes, c'est aussi leur façon de faire, c'est-à-dire de casser un peu ce qui symbolise le capitalisme pour essayer de mener une politique. Mais lorsque c'est quelqu'un qui a un Master 2, qui ça fait 20 ans, il est ingénieur informatique, qui gagne 2500 ou 3000 €, qui commence à ramasser des pavés et à jeter ça sur la police, ça inquiète en fait les politiques, parce que les politiques, en fait, cette classe moyenne, cette fameuse classe moyenne, c'est celle qui va aux urnes, c'est celle qui vote pour elle. Il y a plus de 50% des Gilets jaunes qui ont dit qu'ils avaient voté pour Macron. Donc c'est tout ça qui les inquiète. C'est pour ça que passer d'un truc bienveillant où on se dit bon, on va les soutenir parce que bon, c'est sympa, c'est la ménagère de moins de 50 ans, etc. C'est ceux qui nous regardent dans les médias, mais en espérant que leur truc n'ait pas d'existence. Aujourd'hui, qu'il a une existence qui tend vers un mouvement semi-insurrectionnel, pré-révolutionnaire, ça change complètement la donne. Alors, je vous parle des médias, mais vous me parlez des politiques. Pour vous, les politiques et les médias dominants, c'est pareil ?
c'est pas la même chose, mais il y a une orientation, réelle de la vision en fait qu'on essaie de donner d'un mouvement aussi. Enfin, c'est pas les médias aussi ils donnent la parole par moment. Moi, je dis, il faut qu'on arrête d'inviter des éditorialistes du Figaro et des Échos, etc., et de pas avoir une contrebalance. C'est aussi ça le truc. Moi, je pense que moi, je suis aux Grandes Gueules, par exemple. Aux Grandes Gueules, moi, j'ai une totale liberté d'expression. J'ai accepté les Grandes Gueules. J'ai eu des propositions d'un peu partout au moment de cette fin de grève. J'ai accepté les Grandes Gueules parce que j'ai une liberté d'expression. C'est-à-dire que je viens, il n'y a personne qui me donne ni consigne, ni briefing, ni rien du tout, qui me dit c'est bien, c'est mal, etc. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. Et le truc, c'est que dans les médias aujourd'hui, on a de plus en plus en fait de gens qui ont une vision droitière, qui ont une vision institutionnelle de ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est Macron, c'est ça, non? Et pour ceux qui sont gilets jaunes aujourd'hui, la démocratie, c'est tout sauf Macron. Donc ça, faut l'entendre aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas d'imposer sa vision, mais d'avoir une analyse réelle de ce qui se passe. On ne peut pas parler. Moi, encore ce matin, j'écoutais la radio. On parle de carburant alors que les gens sont en train de créer Macron d'émissions. Mais à un moment donné, qui sont ces gens qui parlent? Ils parlent de quoi? Ils parlent de carburant pendant que les gens sont en train de dire Macron démission, dissolution du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il faut avoir des gens aussi sérieux qui parlent de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Vous pensez qu'il y a une sorte de chape de plomb médiatique pour ne pas faire monter ces revendications plutôt radicales qui parlent justement d'une refonte des institutions? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a une chape de plomb. Je suis très critique aujourd'hui, en tout cas, d'un peu la manière dont a été relayé le mouvement des Gilets jaunes dans les médias. Il faut que les médias aussi, faut qu'ils l'entendent ça aussi, les médias. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, quand on voit les différents réseaux sociaux, que ce soit les médias un peu indépendants comme le vôtre, comme Révolution Permanente, comme Brut, etc. Enfin, j'avais vu Brut, un live, 8 millions de vues. Il n'y a aucune chaîne télé qui fait 8 millions de personnes qui regardent un journal. Donc, il faut qu'ils se rendent compte. C'est-à-dire que on n'est plus en 1930 aujourd'hui. C'est que les gens, si on leur ment à la télé, ils vont voir tout de suite le contrebalancement, si je puis dire, dans les réseaux sociaux. Donc ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui, les médias, à essayer d'orienter d'une certaine manière, plus que d'autres, la vision de ce qui se passe. C'est que, ok, il y a eu de la casse, il n'y a personne qui peut le nier. Moi, j'étais sur les Champs-Élysées, j'ai vu ça aussi, des jets de pavés, etc. Mais moi, j'étais aussi avec la fanfare invisible, rue de Rivoli, et ça chantait, etc., etc. Et c'était vraiment une ambiance de fête. Donc on ne peut pas montrer que un regard, que l'Arc de Triomphe et les tags de l'Arc de Triomphe en boucle. Dès qu'on l'a montré une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, il faut qu'on essaie de discuter aussi du fond. Et ce fond-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu aussi des tags à l'Arc de Triomphe. Donc voilà. Alors, le syndicaliste que vous êtes, revenons un peu à cette question, même si vous ne vous exprimez pas en tant que syndicaliste, mais en tant que cheminot Anas Kazib. Alors, est-ce qu'au départ, vos réticences n'étaient pas liées au fait que vous aviez un peu, disons, le seum? Parce que finalement, les Gilets jaunes parvenaient à réussir ce que les luttes sociales, depuis les lois El Khomri, n'avaient pas réussi à faire. Est-ce que vous avez l'impression que ce mouvement sorti de nulle part, vous volez un peu la vedette à vous, disons, lutteur historique? Moi, personnellement pas, parce que j'ai jamais eu cette vision en fait de c'est nous les meilleurs, et je dis vraiment à la plupart des secteurs et un peu des responsables des secteurs en lutte, faut pas se la raconter. C'est-à-dire qu'on n'a pas de leçon de morale à faire, ni de leçon de tactique ou quoi que ce soit. Ils ont montré réellement, avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est-à-dire il y en a qui ont démissionné, il y en a qui liquident tous leurs congés, il y en a qui liquident toute leur RTT, il y en a qui se mettent en arrêt maladie, etc., etc. Il y en a qui se relaient avec le mari ou la femme pour essayer de rester sur le rond-point, pour essayer d'occuper les péages, etc., etc. Donc on n'a pas de leçon de morale à leur donner. Voilà, moi c'est ce que je dis. Maintenant, oui, clairement, ce mouvement-là aussi, il existe aussi de la base. C'est qu'il y a aussi un rejet massif de ce qui est en train de devenir le mouvement syndical. Et le mouvement syndical, pour moi, il devient de plus en plus bureaucratique. Il faut qu'on fasse attention. Je rappelle que, par exemple, moi, je ne suis pas à la CGT, mais la CGT, elle a 700 000 adhérents. Comment ça se fait que dans Paris, on fait de manière interprofessionnelle, avec des étudiants, des lycéens, on fait 15 000 personnes?
Avec 4 ou 5 syndicats, plus des lycéens et des étudiants, on fait 15 000 personnes dans la rue quand soi-même, notre propre organisation, elle en a 700 000 et qu'il y a 2,5 millions d'adhérents dans les syndicats. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est bien qu'il y a une démocratie ouvrière qui est de moins en moins présente dans les syndicats et qui se disent moi, mon rôle, c'est pas celui de décider, de discuter. Il faut voir Martinez, il faut voir Berger, il faut voir ceci, cela. Justement, en fait, sur Twitter, vous êtes très critique contre Martinez, contre Philippe Martinez et la CGT. Pas que. Enfin, notamment. Si on devait faire l'ordre, Laurent Berger serait au-dessus du Mont Blanc. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème aujourd'hui en France, en 2018, avec les directions des centrales syndicales? Et quel est ce problème? Le problème, c'est qu'à un moment donné, moi je suis pour la démocratie ouvrière, c'est-à-dire que c'est à la base de décider. Nous, on était critiques au moment, par exemple, de la grève des cheminots, parce qu'on a dit la grève perlée, ce n'est pas une question uniquement de la CGT, c'est ceci, c'est cela. Moi, je ne suis pas pour une vision binaire pipi-caca, je suis pour qu'on analyse aussi c'est quoi les choses. Quand nous, on critiquait la grève perlée, ce n'est pas pour dire les cheminots ceci ou cela, c'est que la grève perlée, elle a dépossédé ce qui fait la grève, à savoir les assemblées générales, les comités de grève. On ne parle plus de ça aujourd'hui. Comment on peut gagner une grève sans comité de grève, sans assemblée générale des grévistes? Qui décide? Et les gens, en fait, le moment... Qui décide? À un moment donné, qui décide de ce que doit dire Laurent Brun ou qui que ce soit chez Édouard Philippe? Moi, j'ai pas de visibilité là-dessus. Il n'y a aucun cheminot qui a la visibilité de dire aujourd'hui on a décidé ça, faut le respecter. Il y a personne qui le décide. C'est un peu ce que les Gilets jaunes sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils font les Gilets jaunes? Ils sont en train d'essayer de couper une bureaucratie des Gilets jaunes avant même qu'elle existe. C'est-à-dire de dire vous allez pas chez Édouard Philippe. Il n'y a rien à discuter. On lui a donné nos revendications, il les a. Le jour où il avance quelque chose, on verra si on y va et on avance. Mais pourquoi nous, on n'a rien du tout et on est parti faire 30 réunions avec Elisabeth Borne? Rien du tout, Théophile. Une main devant, une main derrière. Entre le moment où la grève elle a commencé et le moment où elle s'est arrêtée, on n'a rien obtenu. Pourquoi on est parti 50 fois aller discuter avec le Édouard Philippe et Elisabeth Borne? C'est ça que les gens, en fait, vomissent. C'est-à-dire que de se dire, on perd du salaire. Moi, j'ai perdu 3 mois de salaire et moi, ma femme, elle est cheminote. On a perdu à nous deux quasiment 7 500 € avec nos 2 salaires pendant 3 mois. Et au final, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vie? Alors on retourne la prochaine fois et on laisse les gens décider à notre place. Nous, ce qu'on a fait, on a créé, et c'est pour ça qu'on est mobilisé aujourd'hui en tant que cheminot, et on était mobilisé hier dans la rue, on a créé ce qu'on appelle le collectif Intergare. C'est un collectif de cheminots, on faisait des assemblées de cheminots de l'Intergare, tout syndiqués et non syndiqués. Il y a des gars de la CGT, il y a des gars de FO, il y a des gars de Sudrail, il y a des non syndiqués qui sont dans le collectif Intergare. Et le collectif Intergare, en fait, il donne la parole à tout le monde. Il n'y a pas de meeting syndicaux. Tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut proposer une motion, tout le monde peut donner une vision et on en discute et on vote collectivement. Et quand l'Intergare décide d'un truc, c'est collectif et on le fait. Et on a décidé de se mettre dans les gilets jaunes. On a fait une rencontre avec le comité à Justice et Vérité pour Adama samedi dernier et jeudi là qui arrive, on fait avec encore le comité Justice et Vérité pour Adama, on appelle l'ensemble des secteurs en lutte ou qui ont l'habitude de lutter à venir à République et de discuter avec nous, de s'organiser. Il va falloir que le mouvement des Gilets jaunes il s'élargisse et qu'il commence à ramener des étudiants, à ramener les lycéens, etc. etc. On essaye de proposer des choses qu'aucune organisation syndicale aujourd'hui fait. Hein. Donc, en gros, pour vous, les directions des centrales syndicales sont une sorte de corset, de bloqueurs, d'étouffeurs? Oui, c'est quoi quand Martinez il dit en 2016 « moi j'ai pas de bouton pour la grève générale ». C'est clair que ce n'est pas en appelant avec des journées saute-mouton que derrière, on va créer la grève générale. Je vais te donner un exemple, Théophile. Au moment de la grève de la bataille du rail, le 22 mars, premier jour, la fonction publique, la secrétaire de la FSU, elle dit nous aussi, le statut des fonctionnaires, ce n'est pas le statut des cheminots, nous aussi on a des choses à revendiquer. Et ils ont fait... dans une même journée de grève, une manifestation qui est partie de République avec les fonctionnaires et pour pas mettre les cheminots avec les fonctionnaires, on a fait partir les cheminots de Gare de l'Est. Qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est de la bureaucratie syndicale de merde? Moi je le dis. Et je vais te donner un deuxième exemple. Quand on fait le 22 mai, on a un calendrier de grève perlée. Moi, je l'ai critiqué. Mais à un moment donné, dans le calendrier de grève perlée, il y avait écrit le 23 et 24 mai, grève chez les cheminots. Pourquoi la fonction publique, elle appelle le 22 mai et pas le 23 pour faire la jonction avec les cheminots? Tu sais pourquoi? Parce que le 22 mai, la CFDT de la fonction publique, elle les a menacés. Elle leur a dit, si par malheur, on appelle en même temps que les cheminots, la CFDT de la fonction publique quitte l'intersyndicale. Et c'est à cause de ça qu'ils ont appelé à une autre journée qui n'était pas dans le calendrier. C'est tout ça, en fait, qui
qu'il faut dénoncer, qu'il faut critiquer. Sinon, au mouvement des Gilets jaunes, on n'existe pas et les gens nous rejettent. Moi, je suis syndiqué, je suis fier d'être syndiqué. Pour moi, le syndicalisme, c'est comme une carte vitale, d'accord. Syndiqué, ce n'est pas être un politicard, ce n'est pas trahir les gens. Être syndiqué, c'est être organisé, savoir discuter, savoir défendre aussi les copains quand ils sont dans la difficulté. C'est une carte vitale, c'est de la sécurité sociale des travailleurs. C'est aussi ça. C'est pas d'aller négocier la régression sociale ou de torpiller les mouvements. Mais pourquoi ils trahissent? Pourquoi ces directions trahissent? Est-ce que vous pensez qu'elles ont trop d'atomes crochés avec le pouvoir? Enfin, qu'est-ce que dit la base à ce propos? La base, elle est très critique sur ce qui se passe. Mais comment elle explique? Comment elle l'explique? Je ne sais pas si elle a beaucoup de visibilité, parce qu'on est aussi dans un pays où les luttes elles se sont faites toujours avec le mouvement ouvrier, le mouvement syndical. Donc les gens critiquent en fait la bureaucratie syndicale, mais n'ont pas de regard plus que ça sur ce qui se passe. Moi, je pense que, et c'est ce qu'on demande, c'est qu'il faut remettre de l'auto-organisation dans les mouvements. Il faut qu'on remette de l'auto-organisation. Dans les mouvements syndicaux. Oui, dans les mouvements syndicaux. Sudrail est créé de quoi, Sudrail? Sudrail, c'est une scission de la CFDT au moment où Nicole Notat, secrétaire de la CFDT en 1995, elle a voulu trahir les cheminots et les travailleurs qui se battaient contre le plan Juppé. Et c'est comme ça qu'on a créé Sudrail. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une Nicole Notat qui a commencé à dire « hop, nous on va négocier parce qu'on a envie d'être partenaire privilégié, on a envie d'être réformiste, on a envie de ceci, cela ». Les travailleurs, de manière générale, ils ont beaucoup de critiques vis-à-vis déjà du syndicalisme réformiste, de ce qu'est la CFDT, de ce qu'est l'UNSA, la CFE-CGC, etc. C'est-à-dire ce syndicalisme qui dit notre place n'est plus dans la rue, n'est plus dans les grèves, il est dans les bureaux ministériels à discuter, à négocier. Ça, tout le monde le critique. Mais des choses peuvent aussi sortir de la négociation, non? De toute façon, il y a par moments, il faut négocier, mais il y a des moments où il n'y a aucune négociation possible. Négocier, c'est aussi un rapport équitable, c'est 50-50 à la base d'une négociation. C'est moi qui déciderai au final ce que je te donne ou je te donne pas. Ce fameux dialogue social, moi je dis, il n'y a ni dialogue ni social, mais c'est une parade qu'on essaye de faire avec les organisations syndicales pour essayer de faire croire qu'il y a un dialogue possible. Il n'y a pas de dialogue. Alors, dans une société de chômage de masse, d'éclatement du travail avec les auto-entrepreneurs, les intérimaires, est-ce que le syndicalisme n'est pas un peu dépassé dans la mesure où finalement il s'est construit autour de salariés en CDI? Est-ce que c'est pas ça le problème, le fait que justement un salarié comme vous n'avez pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui est auto-entrepreneur, en fait, l'éclatement des formes du travail, ça ne joue pas aussi? La classe ouvrière, elle est on va dire, elle n'est pas morcelée, mais il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs très précaires. Aujourd'hui, ça évolue. Enfin, je sais pas, moi, en 1936, tout le salariat n'était pas en CDI, quoi. Et pourtant, ils se sont battus. Je pense que ce n'est pas une question de CDI ou d'être fonctionnaire. C'est une question de corporatisme. Il faut sortir du corporatisme aussi à un moment donné syndical. C'est-à-dire, moi, des fois, j'entendais, ouais, la loi El Khomri, ça ne nous concerne pas. On n'est pas touché par le Code du travail. C'est tout ça aussi. C'est qu'on essaye de faire en sorte de jamais créer de jonction. Et ça, je te le dis et je le répète, c'est la bureaucratie syndicale qui l'a mis dans la tête des gens. Ne vous battez pas, ce n'est pas. Mais parce que dans les revendications, ils n'y sont pas. Moi, je suis tranquille avec ça. Il y a un an, ça va faire maintenant quasiment jour pour jour, il y a un an, on était aux côtés des travailleurs de Honnête, dans les 75 gares du nord parisien. Avec Sudrail, on était à leur côté pendant 45 jours de grève. Honnête, les travailleurs. Ils étaient 84 grévistes à 100% pendant 45 jours. Une société de nettoyage. Nettoyage qui sont sous-traitants du rail. Nous, on a toujours dit, dès nos premières interventions à leur côté, on a dit, vous êtes des cheminots comme nous. C'est-à-dire, vous êtes des travailleurs du rail. La plupart, ça fait 20 ans, 30 ans qui nettoient les gares de Saint-Denis, de Hermont-en-Bonne, de Gare-Charcel. Pourquoi ils n'ont pas le droit au statut des cheminots? Nous, on a dit, on est pour que vous ayez le statut. Et toutes les audiences qu'on a pu demander auprès de la SNCF, c'était l'internalisation de ces travailleurs-là, de dire, ils doivent avoir le statut des cheminots, ils doivent être cheminots. Et ils nous ont montré, pour leur première grève, à l'image un peu des Gilets jaunes, un niveau de radicalité et d'auto-organisation sans précédent. Ils avaient des assemblées générales, des 100% de grévistes tous les matins, ils décidaient. Il n'y a personne qui a pu trahir le mouvement. Et pourtant, il y avait Sudrail, la CFDT et Force ouvrière. Mais on était attaché à une seule chose, la base, l'Assemblée générale qui disait ce que tu dis et ce que tu dis pas. Et c'est comme ça en fait qu'on gagne les mouvements. Et ils l'ont montré. C'est quand la base, elle est là et elle tient le mouvement, elle dit c'est nous qui décidons, c'est nous qui perdons du salaire, c'est nous qui allons dire qu'est-ce qu'on prend ou qu'est-ce qu'on prend pas. C'est pas vous qui allez nous dire à notre place, c'est quand est-ce qu'on va arrêter le mouvement de grève. Alors, il est question en fait pas de construire, mais en tout cas de donner à un peuple de se voir comme un peuple
comme un seul peuple révolutionnaire, alors qu'il est traversé par des divisions ethno-religieuses, quasiment tribales en France aujourd'hui, hein, il ne faut pas se le cacher. Et notamment, il faut pouvoir, vu que les Gilets jaunes représentent un tableau assez complet de la société française, il y a également cette question de la divergence sur certains points, je dirais pas des fachos, mais des fâchés, donc qui sont peut-être tentés par les fachos, les vrais, qui ont un corpus idéologique, donc des fâchés peu politisés, qui sont tentés par les fachos. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, à l'occasion de ce mouvement, de leur parler et finalement de constituer en fait cette union sacrée, loin des clivages. Oui, mais entièrement. Enfin, c'est pour ça que moi je dis il faut que le mouvement ouvrier rentre dans la danse. Il faut que les organisations syndicales, c'est pas vrai. Les gilets jaunes, moi, les gens ils me connaissent dans la rue, on me dit machin, c'est quand est-ce que Sudrail va appeler à la grève, etc. Ils veulent que les organisations syndicales, parce que ils se sont rendus compte en fait que le filtrage, le blocage, ça a des limites et qu'à un moment donné, il va falloir commencer à parler du blocage des tôles. Il va falloir qu'à un moment donné, le rail arrête de tourner. Il va falloir que les aéroports, qu'il n'y ait plus un avion qui décolle. Il va falloir qu'il n'y ait plus un bureau de poste qui soit ouvert. C'est ça que les gens aujourd'hui réclament. Et ils savent très bien qu'ils ont besoin des organisations syndicales pour le faire. Ils ne veulent pas que les organisations syndicales décident, les dépossèdent du mouvement, mais les syndicalistes ne vont pas les déposséder de leur mouvement. C'est pour ça que moi, je fais le distinguo entre syndicalistes et bureaucratie syndicale. Mais on a besoin d'avoir des syndicalistes dans ce mouvement-là. Sinon, ce sont les fachos qui vont récupérer tout ça. Maintenant, moi, ce que je dis, moi, j'ai une lecture de classe, en fait, de la situation. Je suis marxiste, c'est-à-dire que pour moi, on a un point commun tous ensemble. On est tous issus de la classe ouvrière. On est des travailleurs. Donc, c'est sur le travail qu'on arrive à faire des liens. Et je t'assure que quand les gens, en fait, la plupart, demandaient de la police dans les banlieues, la plupart, ils disaient « Ouais, mais pourquoi ceci ?» et étaient critiques vis-à-vis de la mort d'Adama. Mais aujourd'hui, quand ils voient Assa Traoré, quand ils voient des gens avec le t-shirt justice et vérité à leur côté, en train de dire nous aussi, on est des travailleurs comme vous, nous aussi les quartiers populaires, on est en galère, on n'attend même pas la fin du mois, on est en galère dès la première semaine, la deuxième semaine du mois, nous c'est même pas l'essence qui nous préoccupe, on aimerait déjà avoir des emplois qui sont à leur côté, en tête de ligne, en tête de cortège et qui sont en train de se manger des coups de canon à eau et des bombes lacrymogènes ensemble. Eh ben ça réveille les consciences. Les gens ils se disent mais en fait moi je pensais qu'eux c'était de la racaille, je pensais qu'eux c'était des voyous, mais non en fait ils sont comme nous, ils jettent rien du tout, ils jettent pas de pavés, ils se mangent des bombes lacrymogènes avec nous. Il y a des retraités, il y a un retraité, on a vu, il s'est mangé une balle de flashball qui lui a troué la joue. Il y a un autre retraité, il a perdu son pouce. Enfin à un moment donné, il y en avait là-dedans dans ces personnes-là qui disaient faut que la police elle intervienne dans les quartiers, faut que la police elle réprime sévèrement le mouvement ouvrier, etc. Et aujourd'hui qui sont de l'autre côté, eh ben ça ouvre ces consciences-là. Mais parce que la police elle n'a pas d'autre choix, la police c'est une institution coercitive aussi des institutions républicaines. Pourquoi ils protègent l'Arc de Triomphe? Pourquoi ils mettent un point d'honneur à protéger l'avenue des Champs-Élysées? Moi, j'étais dans Paris samedi. La place Vendôme, il n'y a que des bijouteries de luxe à milliards. À milliards. Il n'y a pas une vitrine, il y a personne n'a approché la place Vendôme. Et il n'y avait pas un policier. Et on est passé devant les Galeries Lafayette avec toutes les boutiques de luxe, Dolce Gabbana, Gucci, etc. Si les gens voulaient piller des pillards et vouloir voler des sacs à main, ils rentreraient dans les Galeries Lafayette. Ils diraient « Laissez-nous tranquille avec votre manifestation, on va rentrer chez Dolce Gabbana, on va récupérer des sacs à main, on va les piller. » Non, on est parti pacifiquement en chantant, on est parti à Rivoli pour essayer d'atteindre les Champs-Élysées. Les gens, ils veulent manifester. Et on les a empêchés. Mais au final, on se dit, mais à un moment donné, la police, pourquoi elle ne surveille pas les boutiques de luxe? Pourquoi elle ne surveille pas Place Vendôme? Non, parce qu'on leur a dit, on veut récupérer l'avenue des Champs-Élysées, on veut montrer que l'État ne faiblira pas, que nous, on est là. Castaner a voulu taper du poing sur la table, dire, il n'y a pas moyen, il n'y aura pas un seul gilet jaune, je vous le jure, qui rentrera sur les Champs-Élysées. Et bien, c'est ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire de mettre tous les policiers de Français de Navarre autour des champs, quitte à laisser les bijouteries de Place Vendôme où il n'y a pas un bris de glace. Il n'y a pas un bris de glace. D'accord? Donc les gens ne sont pas des pillards. Mais justement, ces violences médiatisées ne vont-elles pas affaiblir le mouvement? Est-ce que le gouvernement ne va pas flatter les passions conservatrices qui existent au fond de chacun de nous et se poser en rempart contre le chaos? Les fêtes de Noël approchent, les pères de famille, les mères de famille ordinaires veulent aller faire leurs courses. Est-ce que le gouvernement ne joue pas sur ces affects-là?
Moi, je suis pas Madame Irma. Je sais pas ce que va devenir les Gilets jaunes. Bien malin celui qui a une seule idée de ce qui va se passer. La réalité, c'est que la colère sociale, elle ne s'arrêtera pas. D'accord ? Elle ne s'arrêtera pas comme ça, avec un claquement de doigts, avec un sapin de Noël et des cadeaux. C'est pas comme ça que ça va s'arrêter. De toute façon, si on prend ne serait-ce qu'à partir du quinquennat Macron, cette colère sociale-là, elle est issue déjà des ordonnances loi travail XXL, elle est issue de la lutte des EHPAD, de la lutte des cheminots, de la lutte contre Parcoursup, de Benalla, de Nyssen, parce que tout ça, ça rentre aussi dans la conscience. Quand on a dit aux gens, moi je suis le président du Nouveau Monde, moi je vais vous montrer un nouveau visage de la politique, et qu'on voit qu'il y a des barbouzes qui sont avec des brassards police, qui sont en train de savater des manifestants, les gens ils sont en train de se dire hop hop hop, c'est quoi ce président en fait qui est en train de supprimer l'ISF, qui a des potes à lui qui vont savater des manifestants, qui est aussi ferme comme ça avec les cheminots, alors que la réforme, on voit qu'à part des kilomètres de lignes qui vont être supprimés, on voit pas en quoi nous les usagers on va être mieux. Tout ça, ça rentre, moi ce jeu de mots que je dis, c'est le vase qui s'est rempli d'essence quoi, et qui a fait déborder le pays en vérité. Et ce vase, il s'est rempli d'essence. L'essence, c'était les ordonnances, c'était Benalla, c'était Parcoursup, c'est tout ça. Et si on remonte en arrière, tu penses une seule seconde que dans les manifestations, il n'y a pas des gens qui ont manifesté contre la loi El Khomri, qui étaient en 2010 contre le projet de retraite, etc., etc. La colère sociale, elle s'arrête pas. Donc, ils peuvent peut-être avoir un sursaut, mais moi, je rappelle que dans pas longtemps, enfin, s'il y a encore Macron, hein, si on dit si les Gilets jaunes, ça s'arrête brusquement, derrière, il va y avoir la réforme des retraites. 42 régimes spéciaux, avec le régime aussi de la sécurité sociale qui va basculer d'un régime à points. 42 régimes spéciaux avec les cheminots, la RATP, l'EDF, les postiers, les retraités qui vont être aussi concernés, les étudiants, etc. Mais c'est pas possible. Quelqu'un pense une seule seconde que Macron va tenir encore 3 ans et demi? Moi, je ne le pense pas une seule seconde. Il peut avoir un sursaut, il peut avoir une semaine de repos en mois de décembre, mais c'est tout, il n'aura pas plus. Macron, les gens qui disent le quinquennat de Macron est terminé, s'ils cèdent, mais pour moi, ils n'ont rien compris, ils ont un train de retard. Macron, son quinquennat est déjà terminé. Le moment où on a un mouvement des Gilets jaunes qui est aussi important, qui est de sa base, où derrière ça va en Belgique, ça va à La Réunion, ça va en Hollande, ça va en Allemagne, que tous les regards sont braqués sur ce qui est en train de se passer en France, son quinquennat est terminé. Son quinquennat est terminé, donc voyons en tout cas pas ce qu'il va proposer, quoi. Merci Anas. Merci à toi Théophile.